Donc Wikibalade numéro 2. Aujourd'hui, on parle de Lorentz. Donc la dernière fois, on avait parlé de Röntgen. Là, on passe au deuxième, Lorentz. Donc il est né à Arnhem aux Pays-Bas. OK. OK, donc plutôt, côté est, Allemagne. Je sais pas si c'est une grande ville. Non, ouais, 150 000 habitants à peu près. OK, est-ce qu'il y a d'autres gens connus? Non, je les connais pas en tout cas. Et il est mort en 28 à Haarlem, aux Pays-Bas aussi. OK. Donc un peu plus proche de la mer. OK, oh, ça a l'air joli. Ça fait penser à Lille un peu, pour ceux qui ont été à Lille. Et donc il s'est illustré par ses travaux sur la nature de la lumière et la constitution de la matière. Et donc il a eu le prix Nobel de physique en 1902. D'ailleurs, on en reparlera avec Zeeman. Zeeman, ce qu'a fait Zeeman a été confirmé par Lorentz. Tu peux faire clic mollet sur les liens, ça ouvre dans une autre page. Oui, je fais, contrôle avec contrôle. Ah, j'ai fait clic droit? Ouais, moi 2 fois je fais clic droit. OK. La majorité de ses travaux merci pour l'astuce. La majorité de ses travaux portèrent sur l'électromagnétisme et il a laissé son nom aux fameuses transformations de Lorentz qui sont, à la base de la relativité restreinte, effectivement. Voilà et il a mis en place ces transformations pour expliquer une expérience qui est extrêmement importante en physique, qui est l'expérience de Michelson et Morley. Donc là, on va aller regarder ça un petit peu. Donc c'est basé sur un instrument qu'on appelle un interféromètre. Donc vous faites interférer 2 rayons lumineux et ça a été fait donc, à la fin du 19e siècle, entre 1881 et 1887 par Michelson et Morley et leur but, c'était de, confirmer l'existence d'un objet, d'un milieu qu'on appelle l'éther. L'éther luminifère, voilà, éther tout court. Hem, En gros, c'est un milieu qui était supposé transporter les ondes lumineuses. Donc, grâce à Maxwell notamment, au 19e siècle, on s'est rendu compte que la lumière, c'était une onde électromagnétique et toutes les ondes qu'on connaissait à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, à part la lumière, toutes ces ondes sont transportées par un certain milieu. Par exemple, les ondes sonores, c'est transporté par l'air. Si vous êtes dans l'espace qui a plus d'air, mais il y a plus d'ondes sonores. Les ondes sismiques, c'est la terre qui tremble. Voilà, toutes les ondes mécaniques, hein, il y a un objet, qui tremble. Ouais, les interféromètres, c'est assez vieux, ouais. Bah, toute l'optique, ça date du 19e siècle, ces appareils-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ondes? Les ondes thermiques, pareil, il faut qu'il y ait des atomes qui vibrent à certaines vitesses pour définir une température et ça se transmet, par diffusion et donc on s'était dit, ben, vu que la lumière est aussi décrite par une onde, il faut bien qu'il y ait un support à cette onde et ce support, on appelait ça l'éther et on supposait qu'il était partout, même dans l'espace. Vu que la lumière du soleil nous parvient, il faut bien qu'il y ait un support dans l'espace pour transporter cette onde. Donc aujourd'hui, on sait que c'est faux, l'éther n'existe pas, mais bah, à l'époque, on était convaincus que la Terre, elle se déplaçait dans l'éther. Et donc, on savait qu'il y avait une certaine vitesse donc vous avez le Soleil qui est là, vous avez la Terre qui est ici, et la Terre, elle se déplace à une certaine vitesse par rapport au Soleil, donc par rapport à une sorte de référentiel associé à l'éther. Et on sait que bah, on a une certaine vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière. J'essaie de m'appliquer sur l'écriture. On appelle ça c. Ok. Donc ça, c'est la vitesse de la lumière par rapport à l'éther. À l'éther. Mais il faut prendre en compte, voilà, on utilise la loi d'additivité des vitesses, il faut prendre en compte la vitesse de la Terre par rapport à l'éther.
donc, ben, si on envoie un rayon lumineux dans cette direction-là, je vais essayer de changer de couleur. Tac, mettre du rouge. Si j'envoie de la lumière dans cette direction-là, ben, vous voyez que la lumière par rapport à, à la lampe, par exemple, elle va à une vitesse c. euh, tac. Mais par rapport à et la Terre, donc la lampe, elle est fixée à la Terre, mais la Terre, elle va aussi à une vitesse v, donc vous ajoutez une vitesse. Et à l'inverse, si vous envoyez de la lumière dans l'autre sens, vous avez c moins v. Tac. Donc là, oui, là, c'est pas par rapport à la Terre, c'est par rapport à la Terre. Donc là, je vais barrer. Tac. Par rapport à la Terre. Voilà, c'est la composition des vitesses. Je vais l'écrire en noir. Pinceau. Et donc, on a ces termes-là qui apparaissent, C plus V, C moins V, à cause de la composition des vitesses. Et donc, le but, c'est de comparer des rayons qui vont dans des directions différentes. Par exemple, vous envoyez un rayon qui va dans cette direction, un rayon qui va dans le sens du déplacement de la Terre. Et ben, vous avez forcément une vitesse de la lumière qui est différente, vu que la vitesse par rapport à l'éther est différente. Ok. Alors, bon, j'ai peut-être pas pris exactement les mêmes, expressions qu'ici. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent C? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la vitesse de la lumière, en fait, c'est la même dans tous les référentiels. Donc, on met C quoi qu'il arrive. Mais là, à l'époque, ils appelaient C soit la vitesse de la lumière par rapport à l'éther, soit par rapport à la Terre. Tac. Voilà. Vous avez la vitesse de la lumière dans l'éther, la vitesse de la Terre et la vitesse apparente. Quand vous faites là. Bon, je rentre pas dans le détail, mais vous voyez, vous avez ce C-V et ce C plus V là. Et donc la lumière ne va pas à la même vitesse pour les deux trajets. Et ce que vous faites, c'est que vous en déduisez une certaine différence de temps de trajet. Donc ici, vous envoyez de la lumière dans ce sens-là. Vous mettez une lame semi-réfléchissante qui laisse passer la moitié de la lumière. Donc il y en a une partie qui passe, hop, comme ça. Donc elle va dans une certaine direction. Elle rebondit sur un miroir. Hop. Et après, elle retape sur la lame et elle arrive sur le détecteur. Donc ça, c'est une moitié du flux lumineux. L'autre moitié, sur la lame semi-réfléchissante, elle a été réfléchie. Hop, elle va taper sur un autre miroir et faire demi-tour comme ça. Et on fait en sorte qu'il y ait exactement la même longueur entre les deux trajets. Sauf que bah, si la Terre elle est en train de se déplacer dans cette direction, par exemple, ça c'est la vitesse de la Terre, bah, vous voyez que ça va rajouter de la vitesse à la lumière qui est ici, dans un sens, et la freiner dans l'autre. Et ça, si vous faites le calcul, eh ben, vous avez un décalage temporel qui se fait. Et donc ici, les deux rayons sont décalés, et ça, on peut le détecter en faisant interférer les deux rayons. Voilà, c'est ça un interféromètre. Ça permet de regarder voilà, la différence de temps de parcours entre les deux trajets. Vous voyez, ça, il y a un c au cube. C, c'est la vitesse de la lumière. C'est très, très grand devant la vitesse de la Terre. La Terre, elle va très vite, ok, mais comparée à la lumière, elle va lentement, en fait. Et là, en plus, vous avez des puissances qui font que ce delta T, il est tout petit. Donc, vous ne pouvez pas prendre un chronomètre et regarder quelle est la lumière qui arrive avant l'autre. Vous êtes obligé d'utiliser des interférences pour pouvoir mesurer quelque chose de précis. Ok. Et donc, pour expliquer ça, alors attendez, c'est pas terminé. Donc, on s'attend à un delta T, un décalage temporel. Et surprise, au début, ils n'étaient pas trop convaincus parce que leur mesure n'était pas très précise, mais ils font la mesure de ce delta T, qui est censé avoir une certaine valeur, petite mais parfaitement mesurable, et bah, ils trouvent
quelque chose qui est compatible avec 0 en fait. Ils trouvent 0 constamment, quoi qu'ils fassent. Ils se rendent compte que c'est impossible de mettre en évidence une différence de vitesse entre les 2 trajets. Mais ça, c'est très bizarre parce que, bah, si les vitesses s'ajoutent, si vous êtes dans un train qui va à 100 km/h et que vous lancez une balle devant vous dans la direction du train à 20 km/h, bah, la balle, elle va à 120 km/h par rapport au sol. Et donc, si les vitesses s'ajoutent comme ça, on devrait voir un décalage, une différence de temps de parcours. Et on voit rien du tout. Donc c'est un résultat négatif. On n'a pas réussi à voir ce qu'on voulait voir. Mais les résultats négatifs, hein, c'est une sorte d'échec si vous voulez. Mais en science, il y a des échecs qui sont en fait très, très intéressants et c'est le cas ici. Donc pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a une vitesse, qui est la même des 2 côtés, pourquoi en tout cas on a le même temps, Lorentz, ce qu'il va faire, justement, c'est pas, il va pas tout de suite supposer que la vitesse de la lumière est la même partout. Ça, c'est ce que fera Einstein. Lui, il va supposer qu'il y a une contraction des longueurs dans le sens du mouvement, ici. Et on se rendra compte que c'est pas tout à fait ça après avec la théorie complète de la relativité restreinte. Mais en tout cas, mathématiquement, ce qu'il fait, c'est parfaitement correct, et ça permet d'expliquer l'expérience de Michelson et Morley. Salut Daftmat, premier live que je catch, j'adore ta chaîne, merci. Là, c'est peut-être un peu trop théorique pour moi. OK. Ouais, les équations là, je rentre pas dans les détails. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, on pensait que l'éther existait, on pensait qu'il y avait un milieu qui permettait de transmettre les la lumière, c'était une onde dans cet éther et que en fait, d'après l'expérience de Michelson et Morley, on s'est rendu compte que, ben, si on fait cette hypothèse, ça correspond pas à ce qui est mesuré et une manière de sauver l'éther, c'est ce qu'a fait Lorentz, c'était de, supposer que quand un objet se déplace dans une certaine direction, il est un petit peu contracté dans le sens du mouvement. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des contractions des longueurs, en relativité restreinte. Donc là, c'était une première, c'est pas tout à fait voilà, c'est ce qu'ils disent là, c'est pas compatible avec ce qu'on sait maintenant, mais c'était une première idée, de contraction des longueurs. Voilà, un objet qui se contracte, c'est vraiment une idée très originale. À l'époque, je pense pas que cette idée avait déjà été proposée. OK. Hem OK. Donc lui, il parle de contraction réelle, Lorentz. Donc l'objet, si c'est vous, vous sentez que vous êtes comprimé. Alors qu'en relativité restreinte, la contraction, c'est pas une contraction qui est visible par l'objet. Dans votre propre référentiel, de votre propre point de vue, il y a pas de contraction. J'ai été mauvaise langue, ça peut aller au final. Oui, oui, j'essaye. Faut pas hésiter à me dire si c'est trop théorique ou pas. J'essaye de prendre des trucs qui sont quand même assez compliqués et de les rendre le plus, grand public possible. Donc c'est pas toujours évident, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre ou à me demander de réexpliquer un truc. OK? Donc la théorie de Lorentz implique l'existence d'un référentiel absolu qui est l'éther. Voilà, donc Lorentz, il sauve cette hypothèse de l'éther avec cette hypothèse un peu farfelue de contraction des longueurs qui finalement n'était pas si farfelue que ça. Il y a bien mathématiquement, en tout cas, les équations qu'il pose, c'est exactement ce qu'on utilise aujourd'hui en relativité restreinte. OK. Alors, je ne sais pas s'il a eu le prix Nobel pour ça, hein. Voilà. En reconnaissance des extraordinaires services qu'ils ont rendus par leur recherche sur l'influence du magnétisme sur les phénomènes radiatifs. Donc non, ils ont eu le prix Nobel. Donc il a eu le prix Nobel pour ce qu'il a fait avec Zeeman. Donc c'est le prix Nobel partagé. Heu, la prochaine Wikibalade, on parlera de ça, on parlera de Zeeman. Là, je me concentre sur Lorentz. Voilà, il a eu des médailles, OK. Tac, tac, tac. OK. Je pense que l'article en anglais est un peu plus fourni, parce qu'il a pas fait que ça, hein. Tac. Je sais pas à quel niveau de zoom, je peux me mettre, c'est bien. Donc voilà un portrait, un peu plus jeune.
Le voilà là un peu plus vieux. 1916. Voilà, il a étudié à Leiden, toujours aux Pays-Bas. Voilà, il a fait de la mécanique des fluides, de la relativité générale. Ok. Et là, il a écrit une théorie comme quoi les atomes sont constitués de particules chargées. Donc c'était l'époque où on commençait à s'intéresser à la structure des atomes et à se rendre compte qu'il y avait des protons, des électrons qui étaient chargés dedans. Et il a suggéré que les oscillations de ces particules chargées, des électrons, des protons, étaient à l'origine de la lumière. Voilà. Donc il travaille avec Zeeman, ça on en parlera la prochaine fois. Et donc il est à l'origine de l'équation de Lorentz-Lorentz. Alors j'ai parlé de la force de Lorentz avant. La force de Lorentz, donc Lorentz, c'est un autre Lorentz santé. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ils ont travaillé sur le même. Ah si, on peut en parler vite fait. Ils ont travaillé sur le même truc et ils l'ont trouvé indépendamment. Ça, c'est vraiment marrant. Voilà, donc il y a un mathématicien danois, Ludwig Lorentz, sans le T, qui a trouvé une équation en 1969, c'est cette équation-là. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, là, Henrik Lorentz, il l'a découverte 9 ans plus tard, en 78. Donc à l'époque, hein, la communication scientifique, c'était très éparse. Et c'était, voilà, les gens n'étaient pas forcément au courant de ce qui se faisait à droite à gauche. Et donc ça, c'est ce qui relie l'indice optique. Donc on en a parlé la dernière fois, là, c'est ce qui fait que la lumière ne change de direction quand elle passe dans l'eau, parce que l'eau a un indice de réfraction, un indice optique différent. C'est ce qui fait aussi que la lumière va plus lentement dans l'eau. Et il relie ça à la polarisation, là. Donc ça, c'est ce qui vous dit comment les charges, justement, dans les atomes, les électrons, les protons, les charges plus, les charges moins, comment elles sont influencées par un champ électrique extérieur. Et ça, bah, c'est une propriété optique. Vous voyez, il y a un lien entre champ électrique et lumière et propriété optique. Et on trouve cette loi-là. Et c'est super marrant. Voilà. Les deux s'appellent Lorentz. Ils sont pas apparentés, hein. C'est pas la même, ça s'écrit pas pareil. Et les deux ont trouvé la même loi. Donc, je trouve ça incroyable. Voilà, ça arrive souvent en physique, mais là, que ce soit deux mecs qui ont le même nom à une lettre près, c'est quand même assez fou. Et Lorentz, lui, ce qu'il a fait, c'est la force de Lorentz. Voilà. C'est ce qui fait que les particules tourbillonnent dans les champs magnétiques. Donc ça, je peux vous faire le schéma. Tac. Hop. Donc, hein, la force, ça, je pense que vous avez déjà vu, c'est masse fois accélération. Force égale masse fois accélération. Quand je dis force, c'est la somme des forces. Donc le mouvement de l'objet, son accélération, vous pouvez le décrire grâce à la force. Et la force de Lorentz, elle dépend de la charge de l'objet. Donc si c'est un électron, vous avez une charge moins, par exemple. On note ça Q, la charge, fois un autre vecteur, qui est le champ électrique. Donc ça, c'est charge fois le champ électrique. Et donc ça, c'est la partie électrique. Et vous en doutez, en électromagnétisme, il y a le champ électrique et le champ magnétique. Donc là, c'est Q fois la vitesse. La vitesse de l'objet vient entrer en jeu. Ça, on appelle ça un produit vectoriel. J'en avais un petit peu parlé dans la vidéo sur les éruptions solaires. Vous avez... c'est la règle des 3 doigts de la main droite. Ouais. Donc vous avez... Donc ça, vous mettez... Tac, je vais me mettre ici. Donc là, vous mettez le pouce. Là, l'index. Et si vous voulez le produit vectoriel, ça c'est un produit vectoriel, vous mettez dans le sens du majeur et de la main droite. Si vous faites la main gauche, ça ne va pas vous donner le bon sens. Donc la vitesse, par exemple, voilà, le cross product, on note ça en physique. Après, si vous faites de la physique, vous verrez, on note ça croix directement.
En anglais, on appelle ça le cross-product. Ouais. Et donc la vitesse, si elle va vers le haut, vous avez un proton qui va vers le haut. Dans un champ magnétique qui est comme ça, eh ben, la force, elle est donnée par le majeur. Voilà. Donc si le proton il vient vers vous, le champ magnétique il est comme ça, vous faites pouce, index, et le résultat, le produit vectoriel, il va dans ce sens-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si le proton, vous allez voir, on va expliquer la petite figure que j'ai montrée rapidement, le petit dessin. Si le proton, il va dans ce sens-là, et que le champ magnétique, imaginons qu'il est vers vous, ok, il est vers nous, on note ça comme ça, pour dire qu'il est vers nous. Donc il vient de l'écran vers vous. Ça, c'est la vitesse. Et donc vous faites V vectoriel B, ça fait une force qui va vers la droite. Tac. On va changer de couleur. Ça fait une force qui va comme ça. Et donc le proton, il va être dévié dans cette direction. Mais maintenant qu'il va avec cette vitesse-là, il faut refaire le truc. Donc la vitesse, elle est comme ça. Le champ magnétique, il est comme ça. La force, elle va vers le bas. Et donc, on continue à le faire tourner. Hop. Vous commencez à voir le truc venir, là. Là, la vitesse, elle est vers le bas. Le champ magnétique, il est vers moi. Donc la force, elle est vers la gauche. Donc il continue à tourner. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que ça fait des spirales. Quand vous mettez une particule chargée dans un champ magnétique, vous voyez les petites spirales, là. Et vous avez le fameux voilà, V, la force qui est orthogonale à V. Okay. On appelle ça la force de Lorentz. Donc ça vous dit comment accélère une particule chargée, un électron, un proton, dans un champ magnétique. Et donc, dans les chambres à bulles, là, ça, on en avait parlé dans l'épisode sur les rayons cosmiques. Vous avez des petites bulles là qui se forment au passage de la particule. Et donc, vous voyez quelle est la trajectoire de la particule. Et si vous mettez ça dans un champ magnétique, eh ben, elle va faire des tourbillons comme ça. Et vous pouvez en déduire des choses comme sa masse, sa charge. Voilà. Et ça vous permet de savoir quelle est la particule qui est en train d'être observée. Voilà, si elle est très légère, elle va subir une force, une accélération importante. Vous voyez, je peux écrire ça comme A égale F sur M. Voilà, j'inverse ça. Avec une force donnée, si la masse est petite, ça fait une grosse accélération. Donc, pour une particule légère, vous allez avoir des tout petits tourbillons comme ça, alors qu'une particule plus massive, elle va faire des tourbillons plus grands. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on détecte les particules. En tout cas, à l'époque, à la grande époque, c'était comme ça qu'on les détectait. Maintenant, tout est électronique, hein, mais voilà. Donc ça, c'est la force de Lorentz. Vous voyez la déviation des particules. C'est aussi ce qui fait que c'est comme ça que marchaient les écrans cathodiques avant. On envoyait des électrons. Donc on avait une production d'électrons là. Et vous avez votre écran qui est plus loin. Et vous voulez, déjà vous voulez l'accélérer, l'électron. Donc vous mettez un champ électrique. Vous avez un champ électrique qui est comme ça, qui va projeter les électrons à grande vitesse. Et après, vous voulez le faire aller à tel ou tel endroit. Ouais, vous voulez viser tel ou tel pixel. Et donc, vous voulez dévier sa trajectoire. Et pour ça, vous utilisez un champ magnétique. Donc, vous voulez le dévier par ici, par exemple. Et donc, vous mettez il y a une force magnétique à cause d'un champ magnétique qui est comme ça. Donc là, QV. Ouais. Si je veux être précis, le champ il est comme ça. Vu que c'est une charge négative. QV, temps réel, B. Ah non, c'était bon. V, B, QV. Et là, c'est un électron. Donc QV est comme ça, V est comme ça, la force est là. Voilà, c'est bon. Donc, et c'est pour ça qu'on avait besoin d'une certaine profondeur. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire d'écran plat avec les tubes cathodiques. Parce qu'on a besoin que les électrons ils aient le temps d'être déviés par le champ magnétique. Voilà, pour la force de Lorentz. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, donc la fameuse équation de Lorentz et Lorentz. C'est pas Dupont et Dupont, c'est Lorentz et Lorentz. Voilà, la distribution de Lorentz. Voilà, ça c'est très utile en probabilité.
pas tout à fait de la physique. Et la fameuse transformation de Lorentz, je vous la montre, elle ressemble à ça. Voilà, ça c'est Lorentz qui a écrit ça. Donc ça vous dit comment les coordonnées spatiales et temporelles sont modifiées quand vous allez à une certaine vitesse. Et vous voyez, ce qui est fou, c'est que, OK, les coordonnées spatiales sont modifiées, ça on a l'habitude. Par exemple, si je mesure ma position quand je suis dans un train, bah, par rapport à moi-même, je bouge pas, donc ma position, elle reste constante. Par contre, quelqu'un qui est dans un champ à côté, il voit ma position changer. Donc la position, elle est relative. Mais le temps, c'était quelque chose d'absolu avant. Et là, vous voyez que le temps est modifié aussi. Il y a un t et un t', il y a un autre temps, une autre mesure de durée. Et donc c'est ça tout le sel de la relativité restreinte. Donc c'est déjà là dans les transformations de Lorentz. Voilà, je ferai sûrement, pas sur la chaîne principale, mais je parlerai sûrement de ces transformations-là sur YouTube. OK. Alors j'en étais où? Voilà, il est là. Transformation de Lorentz. Ah, le voilà avec Einstein en 1921. Donc là, il commence à être un peu âgé. OK. Donc là, c'est lui, là, je crois. Ouais, c'est lui. Et Einstein. Les autres, je les reconnais pas trop. Lui, il me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a les noms des gens? C'est pas forcément des physiciens. Ils me disent pas grand-chose. Voilà les bouquins à l'époque. Ces vieux écrans étaient limite mieux pensés que les modernes. Ouais, le principe physique derrière était super intéressant en tout cas. OK, il a fait de la relativité générale, il a contribué à la mécanique quantique. Tac. OK. Il a eu 2 filles, un fils. Ah, sa fille est connue, elle a fait aussi de la physique. OK. Bon. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cette, wiki-balade. La prochaine fois, on parlera donc du suivant, de Zeeman et on reparlera de Lorentz. Donc là, on parlera vraiment du prix Nobel, des travaux qui leur ont valu le prix Nobel à tous les 2. Donc ils ont travaillé ensemble, pas tout de suite ensemble, mais ils ont travaillé sur la même chose. Donc on verra ça la prochaine fois. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou, n'hésitez pas, ou sur les vidéos. Et comme d'habitude, on va finir avec un petit motus. Ah oui, alors la petite annonce, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous voulez être tenu au courant. Je vais mettre l'invitation. Invité, permanent, copier. Voilà, donc vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez être averti des lives. Et bien sûr, vous pouvez suivre la chaîne Twitch, vous connaissez si vous êtes là. Voilà. Et si vous ratez des lives, je les ai mis. Voilà, c'est cette chaîne-là. Je les mets, vous voyez, hein, il y en a déjà 3 là. Donc ça, c'était le premier live, ça c'est le deuxième, je l'ai coupé en 2. Et encore, il n'y a pas tout, il n'y a pas les wiki-balades. Je mettrai les wiki-balades, je vais les mettre à part. Là, ça va vraiment être, les lives, quasiment pas coupés. Je les sépare un tout petit peu pour que ce soit plus, agréable pour vous à regarder, mais donc ça, je peux vous mettre le lien aussi si vous voulez. Voilà. Et j'ai une chaîne, j'ai créé la chaîne Wikibalade. Je l'ai faite, je sais plus quand, là, il y a pas longtemps. J'ai pas encore mis de vidéo dessus. Elle est là. Voilà, vous êtes les premiers à qui je montre ça. Voilà, la chaîne Wikibalade, je vous la mets là. Et là, bah, je vais mettre les Wikibalades cutées sans le reste du live.
Voilà, je voulais mettre une chaîne à part entière parce que ce sera quand même assez différent de Livre et Sciences TV, où là, il y aura un peu de tout.